Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous discutions des stratégies utilisées par les pseudosciences. Alors Bouverest, dans son livre, Qu'appelle-t-il penser, donne un exemple simple de stratégie qu'utilisent les penseurs postmodernes. Il vise en particulier Debré, un pseudo-scientifique auquel il s'était attaqué. Pour donner un aspect scientifique à des idées politico-philosophiques, sans fondement, évidemment, il dit 1. Prendre un résultat scientifique prestigieux, de préférence évidemment récent, spectaculaire, un peu mystérieux pour le profane, et s'en servir comme la caution d'une thèse philosophique qui donne une apparence d'être ambitieuse, révolutionnaire ou radicale. Et deuxièmement, lorsque les critiques commencent à se faire trop nombreuses, trop précises, dire que on a tort de prendre au pied de la lettre le lien entre le résultat scientifique et la thèse, et que il devait être pris comme une métaphore servant à illustrer cette thèse, qui, en réalité, quand on y regarde bien, exprime un résultat, en fait, relativement banal, sans intérêt ou totalement faux. Donc, en fait, la deuxième étape consiste à rejeter sur les scientifiques sa propre imprécision, en leur disant « Vous ne faites pas correctement le raisonnement », alors qu'en fait, c'est lui qui a mal fait le raisonnement. Comme on dit parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, les pseudosciences, les pseudoscientifiques, ne se gênent pas pour attaquer la science et tenter de la discréditer. Et les stratégies pour cela sont très nombreuses. D'abord, le pseudo-scientifique va avoir recours à des citations. Souvent Einstein ou Feynman, ou d'autres scientifiques ayant au moins une certaine renommée, histoire que le public sache qu'il cite là des personnes importantes. Et ces citations sont totalement sorties de leur contexte, qui permet de bien les comprendre, ou elles concernent des aspects qui sont hors du champ de compétences des scientifiques en question. Notons que de telles citations sont souvent utilisées aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire pour justifier certaines pratiques des pseudosciences. Par exemple, un seul exemple, invoquer les mystères de la mécanique quantique en reprenant la citation de Feynman qui dit « Personne ne comprend la mécanique quantique ». Quand on sort ça totalement de son contexte, on peut lui faire dire à peu près tout ce qu'on veut. En fait, Feynman reprochait les tentatives d'interprétation, de justification philosophique de la mécanique quantique en disant qu'on ne peut se baser que sur ce qu'on a et fait les développements et les calculs appropriés. On tire souvent de lui l'expression « tais-toi et calcule ». Mais, sorti de son contexte, on peut faire dire à cette phrase à peu près tout ce qu'on a envie. Une autre tactique est d'accuser la science de dogmatisme, de dire que les scientifiques refusent d'adapter leurs théories scientifiques, de les faire évoluer. Alors, vous qui avez suivi les vidéos, vous savez combien c'est faux. Vous savez que la méthode scientifique refuse le dogme, refuse d'imposer des idées, des résultats, que c'est l'observation, l'expérience, qui doit servir de source d'information et qui doit dire si un résultat est valide ou réfuté.
Ce n'est pas le scientifique ni la science qui doit en décider. Et vous savez aussi, nous avons parlé d'histoire des sciences, que la science a constamment évolué, que ça a constamment perfectionné au cours du temps. Alors que le pseudo-scientifique, lui, est plutôt fixiste et réductionniste, il se base sur des croyances, et donc il reproche en réalité aux sciences ses propres travers. Une autre tactique consiste à qualifier la science d'occidentale, d'européocentrisme. Vous vous rappelez que nous avons parlé des références à une éventuelle connaissance orientale, mystérieuse, qui apporterait des choses à la science, une espèce de sagesse orientale, nous en avons longuement parlé. En réalité, la science est souvent transculturelle. Un exemple très simple, c'est le théorème de Pythagore, que vous avez certainement vu à l'école. Ce théorème n'a pas été découvert la première fois par Pythagore. Les Babyloniens connaissaient déjà ce théorème. Et ce théorème, en fait, est découvert un peu partout dans le monde, indépendamment. En Chine, en Inde, partout. Donc, on peut vraiment là dire que la science n'est pas le propre d'une culture, et la méthode scientifique fait que, forcément, peu importe la culture, on ne fait que trouver ce que la nature nous dit. De plus, nous en avions plusieurs fois parlé aussi, il y a eu énormément d'échanges à travers le monde, et il y a eu des contributions massives venues de Chine, d'Inde et d'Arabie. La science européocentrée est un mythe total. Une autre technique, c'est la victimisation. Donc faire croire qu'on refuse telle idée, tel discours, tel travaux, parce qu'on vise la personne. C'est le syndrome Galilée dont nous avons parlé. Ou quand ils disent parfois Einstein était un incompris, ce qui est faux. Prasenthal cite le cas, par exemple, de Benveniste, auteur de Recherches sur la mémoire de l'eau, comme justification de l'homéopathie. Benveniste s'est plaint d'avoir de telles persécutions, alors que, par exemple, il n'a jamais été sanctionné pour ses travaux. Il a fait ses travaux, a publié, voilà, et il n'a pas été sanctionné pour ça. Alors que Galilée, l'Église l'avait astreint à rester à domicile, à vie. Et si on regarde l'histoire en détail, on peut constater que beaucoup des critiques sont venues alors que Benveniste lui-même avait utilisé les supports médiatiques pour faire un battage médiatique en faveur de ses travaux. C'est souvent très mal vu, dans la mesure où il y a des systèmes de vérification et validation précis des découvertes scientifiques, nous en avons beaucoup parlé, et passer par les médias pour dire au public, regardez ce que j'ai inventé, ce que j'ai découvert, sans même que d'autres scientifiques aient pu valider, c'est très très mal vu. Il y a eu plusieurs dérapages historiques à ce propos-là. Un grand dérapage de ce type-là, c'est la fusion froide, où Ponce et Fleischmann ont fait l'erreur, on peut vraiment le qualifier l'erreur, d'annoncer leur découverte à la presse avant que d'autres scientifiques aient pu vérifier leurs résultats. Résultat, on en parle encore et certains fantasment encore sur cette malheureuse fausse découverte. Une autre technique, c'est la technique ad hominem. C'est-à-dire que, au lieu d'attaquer la science, on attaque le scientifique, on attaque sa personne. On va critiquer l'individu,
de traiter de malhonnêtes, ou de pires noms d'oiseaux que ceux-là, simplement dans le but de discréditer la personne et donc la science qu'il défend. Une technique souvent évoquée aussi, c'est de citer des erreurs scientifiques pour dire la science n'est pas parfaite. Bien entendu que la science n'est pas parfaite. Bien entendu que des erreurs ont déjà été commises. La science évolue constamment, on l'a dit. Si elle était parfaite, elle n'aurait plus besoin d'évoluer. Donc, de temps en temps, il y a des erreurs. L'important, c'est de les découvrir, de les corriger et de progresser. Mais les pseudo-scientifiques citent ça avec l'inversion du sens d'application, dont nous avons plusieurs fois parlé, qui consiste à dire « elle n'est pas parfaite, ils commettent des erreurs, donc ne nous reprochez pas d'avoir fait des erreurs ». Hein, c'est un peu vite, ça. Une autre technique consiste à rejeter les fautes de la pseudo-science sur la science. Notamment avec une phrase, une citation comme « Votre science n'en est pas une, et les bases de vos raisonnements sont infondées ». Sans donner de détails, sans préciser quels seraient les raisonnements erronés ou infondés, ou les bases infondées, et qui permettraient une vérification ou une analyse. Ainsi, on rabaisse la science au niveau de la pseudoscience, en empêchant en même temps la possibilité de se défendre face à une telle accusation. Face à un phénomène, un appareil, un résultat expérimental qui donne un résultat bizarre, anormal, qui s'écarte de ce que dirait normalement la théorie, la pseudoscience va profiter de ce genre de choses pour dire les théories sont fausses. Boum, poubelle, on balaye tout. On balance le bain, l'eau du bain et le bébé avec. En réalité, en science, on dit ne nous précipitons pas, vérifions d'abord qu'il n'y a pas la moindre erreur. Refaisons l'expérience. Vérifions tous les tenants et aboutissants. Essayons d'envisager toutes les possibilités qu'offre la théorie. Et seulement si alors ça persiste, on doit réviser la théorie. Un exemple classique est l'expérience Opéra, nous en avions parlé, qui avait donné des résultats anormaux, des neutrinos qui semblaient aller plus vite que la lumière. Les méthodes expérimentales très sophistiquées, très complexes qui étaient utilisées ont été étudiées, analysées, retournées dans tous les sens, et des erreurs ont été découvertes. Et le neutrino est sagement rentré dans le rang. Donc il ne faut surtout pas, à la moindre anomalie, dire « allez, on balaye tout, on repart de zéro ». Ce serait assez malheureux de faire ça, alors que beaucoup de résultats ont été parfaitement validés par l'expérience. Pracontal cite aussi 3 idées reçues qui reviennent fréquemment. De dire qu'en science, tout est possible. Évidemment, c'est exagéré, mais le pseudo-scientifique s'en servira pour dire « oui, ce que je fais, ou la parapsychologie ou autre, bien sûr, c'est scientifique parce qu'en science, tout est possible. » L'idée aussi que la science peut évoluer par révolution à partir d'une seule découverte. C'est plutôt exceptionnel, ça. Et c'est presque toujours faux. On en revient d'ailleurs au cas précédent, à savoir que si on découvre quelque chose d'inhabituel, il ne faut surtout pas se précipiter et tout balayer. Autre idée reçue, les génies sont toujours méconnus et persécutés. C'est faux. Oui, Galilée a eu des ennuis avec l'Église. C'est un des rares cas. On peut citer Giordano Bruno, qui a été brûlé sur le bûcher pour ses idées.
Giordano n'était pas du tout un scientifique. Et depuis, de grands génies des sciences, comme Descartes, Newton, plus récemment, Einstein, Feynman, Dirac, Heisenberg, tous ces gens n'ont jamais été persécutés. En mathématiques, des gens comme Hilbert, Poincaré ont été reconnus et encensés. Ils ont été connus, reconnus, félicités. Ils n'ont jamais été persécutés. Mais c'est une idée reçue. Et elle est parfois utilisée. Une technique aussi consiste à prendre une expérience scientifique et à la critiquer, notamment en lui trouvant des explications alternatives. Et ça, en ignorant et en balayant toutes les autres expériences. Comme si une seule expérience prouvait les théories. Alors un exemple très caractéristique, c'est en relativité. La dernière expérience du 19e siècle qui a abouti à la relativité est l'expérience de Michelson et Morley, qui est sans doute une des plus célèbres. Et l'expérience de l'histoire dit que cette théorie a réfuté la théorie de l'éther, donc en découvrant qu'il n'y avait pas de vent d'éther, et que donc ça a abouti à la relativité. Or c'est pas faux, mais en réalité l'expérience de Michelson et Morley peut s'expliquer de diverses manières, sauf qu'il n'y a pas que l'expérience de Michelson et Morley. Il y en a eu bien d'autres avant. Les expériences de Fizeau sur la propagation de la lumière dans des fluides en mouvement, comme l'eau, la mesure directe de la mesure de la vitesse de la lumière par Fourier et Fizeau, la découverte de l'aberration stellaire par Bradley, l'électromagnétisme, ses effets, ses propriétés et ce qui se déduit de l'électromagnétisme. Et tout ça, au XIXe siècle, a conduit petit à petit à préciser ce qu'aurait pu être cet éther, milieu de propagation de la lumière, jusqu'à ne plus avoir qu'une seule possibilité. Et l'expérience de Michelson et Morley avait pour but de trancher sur cette dernière possibilité, et non pas à elle seule de décider de toute la théorie qui allait advenir. Un autre exemple que j'ai rencontré, c'est celle en cosmologie concernant l'expansion de l'univers, le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. On constate parfois des anomalies, ce qui semble être des anomalies, et par exemple, deux galaxies qui semblent proches, avec un pont de matière entre les deux, et ces deux galaxies ont des vitesses données par le décalage vers le rouge très différentes. Alors certains pointent ça en disant qu'il y a une anomalie. Donc l'expansion c'est faux. Alors attention à nouveau, le bébé est l'eau du bain. La grosse majorité des galaxies respectent parfaitement la loi de Hubble d'expansion. Donc on ne va pas tout balayer parce qu'on trouve quelques anomalies. Il faut essayer de les expliquer, mais sans tout remettre à zéro from scratch. C'est à nouveau le problème que j'ai cité d'un cas qui semble anormal, et allez hop, on balaye tout. Il peut y avoir des coïncidences. Des galaxies proches, d'autres plus éloignées. Il y a des milliards de galaxies dans le ciel. On n'en voit que très très peu à l'œil nu. Grosso modo, les nuages de Magellan, galaxie naine, la galaxie d'Andromède, avec les télescopes, on peut en observer un nombre considérable. Et il ne faut pas oublier que l'image qu'on voit, c'est une image plate, alors qu'en fait, il y a de la profondeur. Donc quand on voit deux galaxies l'une à côté de l'autre, elles peuvent en fait être très éloignées. Et le pont de matière, les galaxies ont fréquemment des jets de matière qui sont éjectés. Que ce jet passe devant l'autre galaxie, ben oui, ça arrive de temps en temps.
Il ne s'agit pas d'un pont de matière entre les deux, mais simplement d'une superposition des deux images. Comment peut-on s'en assurer? Eh bien, comme ce n'était que quelques rares cas, on ne s'en est pas inquiété immédiatement, toujours y aller posément d'ailleurs, et c'est dans un autre cadre que l'étude a été faite, celui des lentilles gravitationnelles. Les lentilles gravitationnelles sont le fait qu'une lumière d'un corps céleste très lointain vient vers nous en passant au niveau d'un corps massif, une galaxie ou un amas de galaxies, et la lumière est déviée et ça amplifie la lumière du corps qui est à l'arrière. Les lentilles gravitationnelles ont de très nombreuses applications dans l'observation. Ça, pas seulement pour voir des objets qui auraient été trop lointains pour être vus, parce que trop peu lumineux, mais aussi pour la recherche de la matière noire, pour l'étude de la cosmologie, et pour mesurer aussi la masse des objets qui ont dévié la lumière. Et dans ce cadre, il est utile de savoir quelle chance on a d'avoir deux corps massifs, l'un aligné avec l'autre, juste dans la ligne de visée. Donc on a fait des statistiques, et le nombre de cas, grosso modo, est de quelques centaines. C'est déjà pas mal. Et c'est bien supérieur aux quelques anomalies, quelques dizaines d'anomalies, soi-disant, détectées par les détracteurs de la cosmologie. Donc il faut toujours y regarder à deux fois, toujours bien réfléchir, ne pas se précipiter et chercher toutes les explications possibles. Et surtout de ne pas tout balayer à la moindre curiosité. Une autre critique, c'est de dire la science n'est qu'une hypothèse, qui ne vaut pas mieux que les autres. Alors, vous qui avez suivi les vidéos, savez que c'est faux. La science n'est pas une hypothèse. C'est un ensemble de choses, des mesures, des expériences, des développements mathématiques et des hypothèses, mais qui doivent toujours être vérifiées par l'expérience, directement ou par leurs conséquences. Mais ainsi, en disant que ce n'est qu'une hypothèse, ça permet de dire, toute hypothèse est possible. On peut donc faire passer n'importe quoi. Dans ce sens-là, par exemple, les homéopathes qualifient souvent les médecins orthodoxes d'allopathes, donc disons que la médecine c'est l'allopathie, afin de, par un simple mot, de se mettre à un niveau identique avec la science orthodoxe, pour dire il y a deux hypothèses, l'homéopathie et l'allopathie. Ça permet de se mettre au même niveau, en apparence, afin de mieux faire passer ses propres pseudosciences. Cette méthode est souvent utilisée aussi par les créationnistes, qui qualifient la théorie de l'évolution de simple hypothèse, le darwinisme de simple hypothèse, et afin de dire que d'autres hypothèses sont possibles. Une autre technique rencontrée de temps en temps est d'assimiler la science à une religion qui serait officiée par quelques grands prêtres qui imposeraient leur vue, leur façon de voir, leur façon de raisonner, leurs idées. On revient là au reproche de dogmatisme, dont vous savez que c'est faux, et ça permet là aussi de rabaisser la science de façon à dire ma doctrine à moi, ma religion à moi, sans le dire nécessairement comme ça, mais ma pseudo-science ou mon idée est aussi bonne que la science. Voilà, vous voyez, les techniques sont nombreuses. C'est facile de critiquer quand on veut critiquer. On trouve toujours bien le moyen. Quitte à raconter tout et n'importe quoi. Notons que certains de ces critiques sont même de bonne foi. Hein. Beaucoup ne connaissent pas réellement la science, la manière dont elle se pratique. Et donc, ils se basent sur les idées reçues que j'ai citées, et sur bien d'autres poncifs et autres idées reçues,
pour critiquer sans réellement savoir en réalité. Ils pensent vraiment donner une critique valable. Alors que s'ils se renseignaient, s'ils apprenaient un peu la science, ils verraient que non, non, c'était pas vrai. Mais l'être humain est ainsi fait qu'il critique plus facilement qu'il n'étudie. C'est comme ça. C'est plus fatigant d'étudier. Hein. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons un certain nombre d'exemples de pseudosciences, ce qui permettra de voir des cas concrets. Je vous remercie.